Merci beaucoup à vous tous de faire confiance à Congo Buzz Télévision. Vous suivez l'émission Grande Tribune. Nous sommes le lundi 26 mai 2025. À l'ordre du jour, un seul sujet. Focus sur le discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, tenu le 23 mai 2025. Mesdames et messieurs, peut-être que vous l'avez suivi avec nous, ce discours de 45 minutes qui continue de défrayer la chronique. Déjà, plusieurs membres du gouvernement ont réagi contre ce discours. Le secrétaire général de l'UDPS a également réagi. Mais que doit-on retenir justement de ce discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange? D'abord de son arrivée au pouvoir, l'état dans lequel il a trouvé le pays, l'état dans lequel il a laissé le pays jusqu'au jour actuel, dans quel état se trouve la République démocratique du Congo. Enfin, il a donné 12 propositions pour sortir donc de ce qu'il appelle crise qui dérange la République aujourd'hui. On annonce également que Joseph Kabila est arrivé à Goma ce lundi 26 mai 2025. L'information a été confirmée par un média français, Radio France 1 International. On va donc y revenir. Alors, mesdames et messieurs, nous avons deux invités sur ce plateau avec qui nous allons donc échanger autour de cette thématique. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ce discours? Quel est l'esprit de ces discours? Quels sont les sous-entendus de ces discours de Joseph Kabila tenu le 23 mai, à quelque part. On ne sait pas où il a tenu ce discours. Merci beaucoup. On a deux invités sur ce plateau par ordre d'arrivée. Monsieur Héritier Ngachi, qui est cadre et communicateur à l'AFDC de Modeste Bahati Lukubu. Monsieur Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour Monsieur Dan, merci pour l'invitation. Bonjour à mon frère que vous avez la première de présenter. Je pense que nous allons réfléchir à haute voix sur cette question et nous allons donner évidemment notre lecture à ce sujet. Il était important qu'on associe l'intelligence parce que nous avons comme l'impression que dans notre régime, les gens qui sont promus ou ceux qui sont nommés ont comme entourage des badauds, des idiots, excusez-moi, de gens de caniveau, qui malheureusement jusqu'ici, Kabila s'est exprimé, mais je n'ai pas senti, à mon humble avis, une réponse proportionnelle et des analyses profondes. Si ce n'est que quelques incantations, des injures ou des supputations, mais en réalité, il fallait une réponse, je dirais, intelligible et intelligente. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas encore écouté des pareilles réactions. Je pense qu'à travers cette émission, nous pourrons être à la hauteur pour répondre aux discours et aux provocations de cet énergumène de Kabila. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Il s'agit d'un ancien chef d'État. Un ancien président de la République qui a des droits et qui est aussi soumis aux devoirs. Étant donné qu'il ne respecte pas ses devoirs, je me vois mal le respecter en tant qu'ancien président de la République. Bien, merci bien, monsieur Héritier Ngachi, qui revient après plusieurs années d'absence. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup d'être là. Monsieur Manik Sienda, acteur politique, bonjour et merci également de prendre part à ce numéro de Grande Tribune. Bonjour et grand merci, Dan, pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur, Héritier Ngachi, et bonjour à toute la population congolaise, le Congolais de la diaspora, autant pour le Congolais du Congo profond. Merci bien, monsieur Manik Sienda. Qu'est-ce qu'on doit donc retenir de ce discours de Joseph Kabila tenu le 23 mai 2025 quelque part? D'abord, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il décrit un pays qu'il a trouvé, un pays miné par la dictature et l'insécurité. Il a réussi justement à réunifier ce pays, laisser une économie qui est en train de tourner, achèvement de la dette complète. Il dit avoir laissé un pays qui était sur le rail. Aujourd'hui, le pays se trouve dans une situation totalement opposée à ce qu'il a laissé. Économie surendettée, crise sécuritaire, province occupée, le contraire de tout ce qu'il a laissé en à peine 6 ans, tribalisme,
Gabegie financière, impunité. Pour sortir de cela, il propose donc 12 propositions que je vais devoir vous lire tantôt. Il dit premièrement mettre fin à la dictature ou à la tyrannie, arrêter la guerre, établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit, rétablir les libertés fondamentales, réconcilier les Congolais et reconstruire la cohésion nationale, relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, d'une gestion administrative et financière orthodoxe et d'une répartition équitable des ressources nationales, relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de la restauration de la paix et du développement durable dans la région, rétablir la crédibilité du pays auprès des partenaires au niveau tant régional, continental qu'international, neutraliser tous les groupes armés nationaux et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine, mettre fin définitivement au recours et à l'utilisation des mercenaires et enfin ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Monsieur Manik Siena, partons d'abord du constat qu'a dressé le président Kabila. Il dit en janvier 2001, je trouve un pays qui était totalement déstructuré par une dictature, un pays totalement insécurisé, pas unifié, qui était divisé. Mais en 2019, il laisse un pays qui est un bien meilleur héritage, comme il le dit lui-même. Donc il a comparé 2001 à 2019. Quel est votre point de vue par rapport à ce constat, Joseph Kabila? Bon, d'abord, mon point de vue, c'est un point de vue de regret. C'est un point de vue de désolation de voir un ancien président de la République lié au devoir républicain et surtout qu'il a une corde indéléblement attachée aux répondants juridiques qu'on a créés effectivement pour protéger les statuts des anciens présidents de la République. Et cette loi conditionne aux anciens présidents de la République élus à un devoir des réserves, à un devoir de sobriété et à un amour inconditionnel vis-à-vis de la patrie. Mais il me semble que celui qui s'est exprimé n'était pas un ancien président de la République. Celui qui s'est exprimé n'était pas non plus la locomotive d'une grande machine qu'on appelle le Front commun pour le Congo. Celui qui s'est exprimé n'était pas celui qui est à la tête du parti PPRD qui doit fonctionner conformément aux règles démocratiques cristallisées dans le loi de la République. Celui qui s'est exprimé, c'est un chef de file d'une opposition militaire. C'est un chef de commandement d'un bloc de Congolais qui tiennent des armes pour tuer les Congolais, occuper de manière illégale les territoires congolais, créer des massacres, des carnages contre notre pays. C'est celui-là qui a parlé. Vous savez, lorsque j'ai entendu Joseph Kabila, il est vrai, son discours est une pollution sonore, c'est un véritable pétard mouillé, le bruit de la cymbale qui ne se termine que par un silence absolu. Mais je me suis rendu compte que Joseph Kabila pouvait avoir un peu plus de crédibilité lorsqu'il garde le silence. Parce que le silence de Joseph Kabila est plus éloquent que lorsqu'il prend le risque de se prononcer devant le grand public. Regardez l'attitude de celui qui a tenu un discours de sourd dans un pays où le peuple écoute les cris, la parole et les discours de dirigeants. Mais celui-là ne s'est même pas rendu compte en réalité de la situation du peuple. Vous venez d'étayer les différents points qu'il a évoqués dans son discours. Nulle part où M. Joseph Kabila a exprimé sa compassion vis-à-vis du peuple congolais. Nous avions perdu des milliers et des milliers de Congolais dans la partie Est à cause de cette agression rwandaise contre la RDC. Nulle part dans son discours, Joseph Kabila condamne le Rwanda. Il ne condamne pas le M23, il ne condamne pas l'AFC de Corneille Nangaa, ce qui explique une certaine corréité directe entre Joseph Kabila et les ennemis du Congo. C'est ce qui est beaucoup plus décevant.
Joseph Kabila est le premier ancien président de la République du monde à avoir affiché ce genre de comportement vis-à-vis d'un pays qu'il a dirigé pendant 18 ans. Les discours de Joseph Kabila n'est pas un discours inédit. Et ce qu'il dit, et ce qu'il charge, ce qu'il dénonce sur son successeur est d'autant plus grave. Il dénonce par ailleurs un coup d'État constitutionnel opéré en 2021 à l'issue de ce chambardement de la majorité parlementaire. Pour lui, cela est beaucoup plus grave. L'arrivée de mercenaires. Non, mais écoutez, monsieur Dan. Pour lui, est inédit. Non, les discours de Joseph Kabila n'est pas inouï, n'est pas inédit. Regardez les discours de Kabila, c'est le même registre que le discours de Corneille Nangaa. C'est pratiquement le même discours que Paul Kagame. Les discours autour de l'incompétence de Tshisekedi, l'incapacité, les tribalismes, la division, etc. C'est le même discours. Mais ce qui est écœurant, c'est lui qui porte un discours de critique active sur le président de la République et autant réprochable. Et même si on s'évertue de placer sur le même diapason le président de la République Tshisekedi, l'ancien président de la République Joseph Kabila, en termes de gouvernance, vous allez voir qu'il y a des énormes différences en termes de qualité de gouvernance offerte par chaque acteur lorsqu'il était gestionnaire. Parlons-en, et je voudrais qu'on décrypte chaque secteur de la vie nationale. Aujourd'hui, sous Kabila et sous Tshisekedi, Joseph Kabila traite Félix Tshisekedi des dictateurs. C'est quand même pathétique, hein? C'est quand même pathétique. Comment ça? Non, mais Joseph Kabila, qui traite Tshisekedi des dictateurs, pense que la quasi-totalité des Congolais sont des amnésiques. On n'est pas amnésiques. Nous, nous sommes des avertis. Nous avions vu les affres de violence sous Joseph Kabila. Qui a exclu Moïse Katumbi de la compétition électorale en tant que candidat, bénéficiant de ce droit civil et politique, si ce n'est pas Joseph Kabila? Qui a dédoublé certains partis politiques avec les phénomènes le plus nocifs de débauchage des acteurs pour faire la migration d'un parti vers un autre, si ce n'est pas Joseph Kabila? Qui a tiré le croyant de l'église catholique à balles réelles, en pleine messe, dans une paroisse, si ce n'est pas Joseph Kabila? Il dit aussi la même chose sous le président Tshisekedi. Non, mais est-ce que vous aviez déjà vu, sous le régime de Tshisekedi, les églises, pour parler des églises de manière générale, être victimes de coups de balles? Vous avez déjà assisté à un scénario comme celui de Rossi Mukendi sous le régime de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on dira pour Floribert Chebeya, voilà. Fidel Bazana? Qu'est-ce qu'on dira pour Arma Tungulu? Qu'est-ce qu'on dira pour Thérèse Kapangala? Qu'est-ce qu'on dira pour les militants de l'UDPS qui ont été calcinés devant leur siège, considérés comme le temple de la démocratie, les cénacles d'un combat républicain? Qu'est-ce qu'on dira pour ce gens-là? Vous avez déjà vu les Filimbi, le mouvement citoyen opéré sous le régime de Félix Tshisekedi? Tshisekedi a arrêté combien de jeunes de mouvement citoyen? Eh bien, je ne pense pas que Kabila... Aucun jeune n'a été... Non, mais est-ce que d'abord, le mouvement citoyen sous le régime de Tshisekedi est opérationnel? Ils sont quasi inexistants. Parce qu'en réalité, les terrains démocratiques qui s'installent aujourd'hui est incompatible avec cette lutte de mouvements citoyens autrefois réalisés sous la dictature de Joseph Kabila. On parle de quoi? On parle de la démocratie. Quid alors du hold-up électoral pour l'élection démocratique de Jean-Pierre Bemba et même son sort à la CPI? Qui en était le chef d'orchestre si ce n'est pas Joseph Kabila? Quid alors de l'impérium d'Étienne Tshisekedi ou Amulumba? Kabila est le seul président qui n'a jamais été élu, mais qui règne pendant plus d'une décennie à la tête d'un pays. Quel mérite reconnaissez-vous à Kabila pendant 18 ans? Non, mais Kabila, c'est l'incarnation du mal congolais. Non, mais je vous le dis, Kabila, c'est la symbolique par excellence de la misère du peuple congolais. Est-ce que vous savez que Kabila a été président dans ce pays à l'âge de 29 ans?
paradoxalement, Kabila n'a jamais composé avec le jeu. Connaissez-vous un jeune du PPRD nommé par Joseph Kabila comme ministre au sein du gouvernement? Il a fait référence à tous les alliés de son père Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a fait appel à certains mobutistes. Et quelques années plus tard, il s'est retrouvé au fond du bourbier. Simplement parce que Kabila n'avait aucune vision. Il parle de route, il parle de l'insécurité, il parle de... Mais même sur cette question de gouvernance, quel est le secteur sur lequel Kabila peut avoir droit à un plébiscite plus que Félix Tshisekedi? Il dit avoir atteint le pouvoir d'achèvement en 2010. Ah ben, ça c'est... Aujourd'hui, nous sommes presque à la case départ. Ça, ce n'est qu'un... Nous sommes surendettés. Ce n'est qu'un discours périphérique. Allez demander aux économistes quel est le niveau de la balance commerciale sous Joseph Kabila. Quel est le niveau de la productivité économique sous Joseph Kabila. Quel est le niveau des entreprises et de l'investissement créé sous Joseph Kabila. Je passe la parole à Héritier Ngachi. Je vous repasse tantôt la parole également pour poursuivre. Alors, Héritier Ngachi, comment d'emblée vous avez trouvé ce discours de l'ancien président Kabila avant que nous allions de façon beaucoup plus... De façon globale, quelle est votre compréhension de son discours? Ce discours est un véritable déni de raison, un véritable déni de conscience. Mais aussi, je me suis rendu compte que Kabila est né le jour où il a pris la parole. Comme si tout ce qui s'est passé avant, il ne s'en souvient plus. Une amnésie rétrograde qui m'a laissé perplexe. Il s'est exprimé en tant que chef de guerre. Il a endossé publiquement la responsabilité de tous les massacres et de crimes odieux perpétrés à l'est de notre pays. Il a défendu les M23. Il n'a soutenu nullement le peuple congolais et les intérêts du peuple congolais. Mais il s'est par contre donné le luxe de défendre les M23, de défendre le Rwanda, d'attaquer les régimes, comme le fait Paul Kagame, comme le fait tous ceux qui sont dans cette posture diabolique et rétrograde. En réalité, c'est le chef du M23 qui s'est exprimé et c'est ma perception, elle est partagée par beaucoup de Congolais. Alors, d'une façon beaucoup plus détaillée, Kabila dit qu'il a hérité d'un pays qui était vraiment en lambeaux, un pays mal structuré, sans économie, sans route, rien du tout. Et lui, quand il part, il laisse une constitution, il laisse une économie quand même passable, il laisse quand même le pays sous la voie du développement avec une armée, des institutions. Quel est votre avis par rapport à ça? Commençons par la démocratie. En 10 ans, quand il est arrivé au pouvoir, il a rencontré une dictature, il a accusé publiquement son père d'avoir régenté la dictature parce qu'il a hérité les pouvoirs en 2001, un pouvoir de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Dans un contexte que nous connaissons tous, nous étions alors pas dans une dynastie, encore moins dans un royaume. Lui, le fils de Joseph Kabila, hérita les pouvoirs alors que nous avions, d'après le décret loi 003 de 1997, qui organisait la succession constitutionnelle du président de la République par le Parlement et non par Joseph Kabila. Déjà, son arrivée, son avènement au pouvoir est un avènement à problème. Violant les textes régissant l'organisation du pouvoir à cette époque de 1997. Donc, quand il parle de la dictature, il est en train évidemment de mettre en exergue, de stigmatiser les pouvoirs dictatoriaux dont il est l'émanation, le pouvoir de l'AFDEL. Pour ça, il a dit la vérité. Parce que nous savons bien, le décret loi a suspendu les activités politiques en République démocratique du Congo, la suspension de partis politiques. Il dit qu'il a rencontré un pays à lambeaux. Non. Il y a eu affrontement à cause notamment, parce que les premières agressions remontent vers les années 1996, ces agressions de Banyamulenge. Mais elles se sont précisées davantage avec justement la contestation du pouvoir à cause de la manière dont il est arrivé au pouvoir. Sans élections, sans que nous soyons dans une dynastie, Joseph Kabila hérita les pouvoirs. Beaucoup de Français ont décidé évidemment de rejoindre la voie des armes. Et il y a eu une guerre qui a fait ni vainqueur,
ni vaincu. Kabila était dans l'obligation de négocier pour justement permettre de mettre un terme au crépitement des balles. Donc, il est la cause de cette situation, mais aujourd'hui, c'est argue la poitrine d'être sur les sapeurs-pompiers, alors qu'il est en réalité celui qui a été à la base de cette situation de guerre. Parce que la guerre, le nœud de la guerre, c'était l'illégitimité du pouvoir de Joseph Kabila et la manière dont il a accédé à ses pouvoirs. Le Congo de 2018, de décembre 2018, et le Congo de mai 2025. Lequel est meilleur? Dans lequel Congo il fait beau vivre? Le Congo de 2025 ou le Congo de 2018? Et pourquoi? On ne dira pas que le Congo de 2025, c'est un Congo où il fait beau vivre. Mais c'est un Congo meilleur que celui de Joseph Kabila. Prouvez-le. Nous le prouvons très bien. Oui. Allons sur le plan de la dictature. Dictature, démocratie. Le régime de Joseph Kabila est un régime rétrograde, liberticide. Autant Kabila ne respectait pas la Constitution, autant Kabila ne respectait pas les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. La presse n'en parle même pas, le musulman de la presse. Sous Joseph Kabila, des chaînes, des télévisions ont été, l'air signal, ont été interrompus. Beaucoup de journalistes arrêtés, molestés. Je vais vous citer Peter Tiani et consorts. Il y en a plusieurs. Des assassinats de journalistes. Aujourd'hui, ça n'a pas... Des chaînes de télévision arrêtées. Dites-moi, citez-moi une seule chaîne de télévision ou des radios diffusant en République démocratique du Congo dont le signal a été interrompu. Je parle d'abord le signal. Radio Okapi a connu des problèmes sur Joseph Kabila. On a suspendu, bloqué. Et des journalistes, parlez-nous un peu de la situation des journalistes. Avançons. Aucun journaliste Radio Okapi, RFI. La connexion Internet, plusieurs fois coupée. Alors que l'Internet est un moyen par excellence de la communication. À l'ère du numérique. Quittons ces secteurs de la presse et médias. Allons sur le plan de la société politique. Sous Joseph Kabila, il suffisait de tenir un propos dans une émission comme celle-ci pour que, du jour au lendemain, vous passez à tabac, que vous soyez arrêté, tué, selon leur caprice, c'est leur volonté. Je me souviens encore, en 2016, alors que nous tenions un meeting avec Ouanga et consorts dans le cadre des rassemblements, Ouanga tenait un propos la veille et le matin, on a fait une éruption. Une éruption, je dirais, d'une fureur incroyable. À 2 h du matin, on arrête un père de famille devant ses enfants et sa femme, on l'humilie et on le jette en prison. Merci. Combien de cas d'emprisonnement? Vous voulez que je vous cite? Combien de cas d'emprisonnement? Voici Moukende que mon frère venait tantôt d'évoquer. Moi, j'étais activiste des mouvements citoyens. Je connais les affres de la dictature de Joseph Kabila. Rossi Mukendi, non seulement qu'on nous ravit sa vie, mais on nous interdit même de le plairer. Merci beaucoup, Héritier Ngashi. Je vous reviens tantôt pour que vous puissiez poursuivre. Monsieur Manix Ienda, Joseph Kabila a laissé le pouvoir pacifiquement et l'arrivée de son successeur a suscité espoir. Au contraire, 6 ans après, cet héritage a été dilapidé. Notre pays offre un spectacle des plus désolants. Cette détérioration rapide de la situation est due à l'ivresse du pouvoir sans limite. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle pendant le président de la République, la violation de ces textes juridiques a été malheureusement constatée. Limitons-nous d'abord là, M. Manix Ienda. L'ancien chef de l'État parle d'une situation, d'un spectacle des plus désolants qu'offre aujourd'hui la République démocratique du Congo au niveau même national et international. Est-ce qu'il y a un spectacle beaucoup plus désolant lorsqu'on assiste à un régime qui organise les élections et celui qui était réputé président de la Commission électorale nationale indépendante se transforme aujourd'hui en un rebelle. C'est comme un arbitre qui s'acharne
contre les deux équipes qui s'affrontent sur le terrain. Alors l'arbitre est de quel camp? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a un acte plus désolant lorsqu'on dit au peuple congolais que Tshisekedi a été élu et quelques années plus tard, on revient devant le même peuple pour le dire que Tshisekedi n'a pas été élu? Est-ce qu'il y a un acte plus désolant lorsqu'on transforme les voix du peuple congolais dans les urnes à un véritable compromis à l'africaine pour respecter soi-disant un accord qui passerait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Non, mais c'est même ça le ciment, le fondement de ces désastres que Kabila nous a hérités, que Kabila nous a laissés. Kabila a laissé le pays dans une situation de coma total. Non, mais est-ce qu'on peut... est bien différente de 2018. Non, mais je suis désolé parce que c'est lui qui nous évangélise, la leçon de la bonne gouvernance, lui n'a pas qualité. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans le respect des textes qui régulent même les exigences de la bonne gouvernance. C'était prévu que le pouvoir de Joseph Kabila se termine quand? Le 16 septembre 2016. Et Kabila a quitté le pouvoir quand? 2 ans après. C'est en vertu de quelle disposition de la Constitution? Si Kabila a laissé le pouvoir, cela n'était pas par sa propre volonté, c'était par le forcing populaire. Parce que la force du peuple transcende la dimension politique. Le peuple l'a contraint à rendre le tablier et à partir. Et c'est comme ça que Kabila était parti. J'ai aimé votre petit exercice comparatif en termes d'années 2018, 2019. En 2018, du point de vue économique, je commence par là, comme le socle même de la bonne gouvernance, diligenté par un régime, avec des résultats socio-économiques au bénéfice de la population. La réserve de taux de change laissée par Joseph Kabila, ce sont le chiffre 2018, à peine 400 millions de dollars. Merci. Réserve de taux de change, non mais c'est quand même important. Laissons-nous décrypter les discours de celui qui se présente comme un véritable pyromane en lieu et place d'un sapeur-pompier. Tshisekedi a ramené cette réserve de taux de change à plus d'1 milliard de dollars. Et le taux d'échange? Non mais le taux de change... En 2018 et en 2025. Non mais le taux de change est une conséquence... Le taux de change est une conséquence des effets nocifs sur le plan de l'économie. Est-ce que Kabila peut nous dire quel est le système économique qu'il a imprimé pendant sa gestion? L'économie de la République n'a cessé d'être une économie extravertie. Elle est encore aujourd'hui. La balance, non mais si elle est encore aujourd'hui, donc Joseph Kabila doit se taire. Parce que je ne vois pas, c'est lui qui amène pour le peuple congolais un bulletin de 15%, et il reproche, c'est lui qui a échoué avec un bulletin de 15%. En réalité, Kabila n'a pas le droit de critiquer Tshisekedi. J'aurais bien voulu qu'une autre personne, en termes d'alternative, pour départager le 2, puisse donner des leçons de gouvernance, pas Joseph Kabila. Parce que moi, je vous donne des indicateurs. Je reste sur la factualité. Il dit qu'il a laissé un pays réunifié. Aujourd'hui, le pays n'est pas unifié. Il y a deux provinces qui sont... Un pays réunifié parce qu'il était en accord avec le Rwanda. Pourquoi la posture qu'a pris la République démocratique du Congo aujourd'hui? Nous ne l'avons jamais pris sous Joseph Kabila. Effectivement, sous Joseph Kabila, il n'y avait pas d'inquiétude parce que l'accord avec le Rwanda était encore au beau fixe. Les rapports entre Joseph Kabila et Paul Kagame étaient des rapports au beau fixe. Il n'y avait pas d'inquiétude, mais entre-temps, il y avait un couloir permanent d'exploitation de nos ressources minérales. Qui a fait du Rwanda le plus grand producteur du coltan, si ce n'est pas Joseph Kabila? Qui a fait du Rwanda les plus grands producteurs de l'or, si ce n'est pas Joseph Kabila? Tshisekedi arrive, il dit non. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'un des points qu'il a abordé dans son discours.
la redistribution de la richesse nationale. Comment on peut partager notre richesse entre nous, le peuple, pendant qu'il y a un pays qui n'a pas le coltan, qui n'a pas l'or, mais qui devient la plus grande puissance au niveau de la sous-région avec les minéraux congolais. C'est cette politique de résilience économique qu'a adopté le président Tshisekedi, qui crée un mur, qui crée une rupture. Et cette rupture, c'est ce qui marque la différence entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Il y a aussi des accords avec le Rwanda. Quel accord? Les accords avec le Rwanda. Non, mais les accords de développement, ça fait partie de la coopération entre les États. Les questions des coopérations internationales, soit coopération sur une question de développement, sur une question de l'environnement, sur une question économique, c'est tout à fait normal. C'est entre les États. Mais Tshisekedi n'a jamais fait des concessions pour que le Rwanda exploite les minéraux du Congo sans aucune contrepartie. Tshisekedi ne l'a jamais fait. Un document officiel qui, sous Kabila, donnait au Rwanda l'exploitation des ressources naturelles. Monsieur Dan, atteste réellement que la République démocratique du Congo cède tel espace pour l'exploitation minière. Maintenant, dites-moi, au nom de quel principe? Puisque vous avez besoin des documents. Oui. Que les avions du Rwanda, pour décoller, pour aller à l'étranger, il fallait faire un tour à Goma et à partir de Goma, prendre le vol pour aller à l'étranger. C'est au nom de quel document? Au nom de quel principe? Mais dites-moi, au nom de quel document? Au nom de quel principe? Joseph Kabila a assujetti le Congo. Lui ne peut même pas parler du développement. Parce que le développement est un vocable qui lui est incompatible. Le Congo de 2001 et le Congo de 2019, quand il arrive au pouvoir, il trouve un pays, selon d'ailleurs Olivier Kamitatou, qui parfois raconte un peu l'histoire du Congo, le pays était occupé à 45% par des groupes armés. Le MLC, le RCD Goma, le RCD KML, le RCDN. Kinshasa n'avait pas le contrôle. Les avions que contrôlait Kinshasa ne pouvaient pas atterrir à Kisangani, à Bukavu notamment, qui étaient des zones occupées. Mais quand il part du pays, Manik Silinda, est-ce que c'était toujours le cas? Monsieur Dan, il ne faudrait pas se laisser emporter par le jeu des ennemis du Congo. Vous avez parlé de Olivier Kamitatou, qui à tout bout de champ fait preuve de la gloutonnerie livresque, je le comprends. Mais les réalités évidentes restent le même. Ce qui dérange la quiétude nationale, ce sont les ennemis du Congo. Du moment où Joseph Kabila, je l'ai dit, était en collaboration parfaite avec Kagame, c'est tout à fait normal d'avoir un semblant de paix. Mais un semblant de paix au détriment de qui? Du peuple congolais. Merci. Je vous ai établi les conséquences qui fait aujourd'hui du Rwanda un pays qui tire les dividendes sur le Congo, le pays le plus désordonné de la sous-région. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila l'a permis comme tel. Mais c'est dans le pays des Tshisekedi. Parce que moi, je voudrais qu'on me parle au-delà des élucubrations, au-delà des incantations. Je voudrais qu'on me dise ce que Joseph Kabila a fait, ce que Tshisekedi n'a pas fait. Secteur par secteur. Est-ce qu'on peut partir sur le secteur de l'énergie? Qu'est-ce que Kabila a fait du point de vue de l'énergie? D'abord, je prends le volet électricité, qui a augmenté en termes de mégawatts la capacité énergétique de notre pays, si ce n'est pas Félix Tshisekedi, avec l'inauguration de la plus grande centrale de Boussanga, qui a augmenté en termes de mégawatts, et surtout pour alimenter les industries minières dans la partie est du pays. Qui a volé des certes en eau potable, l'Emba Imbu? Le global, ça fait l'énergie. Qui a augmenté en termes de contribution, si ce n'est pas Tshisekedi? Qui a créé les deux sociétés de fabrication de câbles électriques, si ce n'est pas Félix Tshisekedi? Qui a créé une usine de transformation et de fabrication de carreaux, si ce n'est pas Félix Tshisekedi? Je voudrais qu'on reste sur ce point-là. Kabila a fait quoi pour le Congolais? Les 12 propositions faites par le président, l'ancien président, excusez-moi, l'ancien président Joseph Kabila, pour pouvoir justement les critiquer, les 12 propositions. Voilà, on a fait déjà une trentaine de minutes. Alors, monsieur Etienne Gachi,
votre co-débatteur tantôt parlait des deux secteurs, secteur économique et secteur sécuritaire ou de la défense. Comment vous avez trouvé ces secteurs-là, sous Kabila et sous Tshisekedi, économie et défense et sécurité? D'abord, pour revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit mon frère Manik Sienda, Kabila était en parfaite harmonie avec Paul Kagame pour un semblant de paix. Exactement. Et même dans ces semblants de paix, les massacres ont continué. Ouais. Vous voyez là où c'est compliqué. Il fait un semblant de paix, mais il continue de tuer ses compatriotes. Aujourd'hui, ces massacres ont cessé. Mais parce que justement, nous avons décidé de ne pas nous compromettre vis-à-vis de Paul Kagame. Hier, ils le faisaient parce qu'ils avaient besoin d'alimenter les rébellions pour l'exploitation minière. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus faire des courbettes à Paul Kagame. C'est normal qu'il s'énerve et qu'il prenne évidemment le devant de la scène pour passer la vitesse supérieure. Hier, il le faisait sous coulisses. Aujourd'hui, Kabila reprend les volants, reprend les commandes de cette activité terroriste. Sous le ton de Joseph Kabila, nous avons vu ici en République démocratique du Congo, c'est un exemple, le professeur Makalele est mort, paix à son âme. Nous sommes à l'UNIKIN, 2016. Nous organisons le marche dite de chrétienne. J'en ai même une blessure sur mon pied gauche. Une balle réelle à bout portant sous la commande de celui qu'on a appelé autrefois Esprit des morts. À l'UNIKIN. 2016, oui. On organise la messe avec le curé Louyeye. Il est encore là. Le curé Louyeye, après avoir fini la messe, nous avons décidé de manifester, de marcher pacifiquement. Nous n'avions que des chapelets entre nos mains, la Bible également. Mais il y a 2 militaires qui étaient dans ces contingents, non maîtrisés par les officiers congolais. Il y a un général, que je refuse de citer son nom sur ces plateaux, qui a dit au professeur Kalele, faites très attention, ce monsieur qui est avec moi, je ne le connais pas. Je ne connais même pas son unité, je ne connais pas son détachement, il vient d'où? Kabila a recruté des Rwandais pour les diluer dans l'armée congolaise pour que ces gens impitoyables commettent des crimes odieux. J'en ai vu beaucoup. Et Human Rights Watch a même documenté là-dessus. On parle de quoi? Des Rwandais dans l'armée congolaise. Des Rwandais, bien sûr, dans l'armée congolaise. Dilués en masse. Il y a un rapport documenté par Human Rights Watch. Et nous avons vu ces Rwandais dans des manifestations. La plupart des fois qu'il y avait des manifestations, il fallait brimer et réprimer la population congolaise. Kabila mettait les commandements rwandais parce que ces commandements étaient impitoyables. Ce sont des Rwandais. Ils n'ont pas de pitié vis-à-vis de vous. Je connais un vieux qui est militaire. On lui a demandé de faire une opération de maintien de l'ordre. Quand on dit maintien de l'ordre, selon Kabila, c'est tuer, brimer et réprimer. C'est ça le maintien de l'ordre. Ce vieux a décidé de se faire perfuser alors qu'il est en bonne santé. Pour tout simplement refuser de participer au massacre des Congolais. Nous avons nos frères, que nous avons organisé le deuil de nos frères sans corps. Sans corps. Il y en a plusieurs. Les cicatrices sont encore là. Elles ne sont pas encore pensées. Je me souviens encore d'une fille qu'on a battue au niveau du boulevard Salongo. Mon frère parle d'esprit de vie, à l'époque, esprit des morts. Cette fille vendait les arachides. Le malheur pour elle, c'était d'aller se débrouiller ce jour que Kabila avait décidé de mettre Kinshasa à feu et en sang. On tire une balle portant. Bout portant sur elle, elle décède. Nous allons dans sa famille pour justement s'enquérir de la situation et échanger. Sa famille refuse de nous recevoir parce que la mère les avait torturés. Qu'ils ne disent rien à personne. On vous interdit même le droit de pleurer. C'est cynique. Bon, tout le monde peut s'exprimer sur la question de la dictature, sauf Kabila. Soit il devait mourir, ressusciter et se permettre de donner des leçons. Parce que nous avons vu l'humiliation, les affres, la brutalité, la barbarie impitoyable du régime de Kabila. Sur cette secteur des droits humains, n'en parlons même pas. Hier, je venais de suivre la TV5 Monde. Sonia Rollet
était en train de commenter sur 2 enquêtes menées au Kasaï, où on a systématiquement décidé d'éliminer les Louba. Non, attendez, ça c'est très fort. Cette enquête, mon frère, Par qui? Dans des dates de quand? par les régimes de Kabila. De villages mis à feu ensemble. Non, pas ça, s'il vous plaît. Mon frère, après cette émission, vous êtes journaliste, après cette émission, allez sur le site de TV5 Monde, le journal de 21h d'hier, et vous allez suivre tout ce que je suis en train de dire. Et ces enquêtes viennent de ressurgir dans un contexte aussi particulier où Kabila ouvre sa bouche pour se prononcer sur des questions des droits de l'homme. Parce que, pourquoi cet accord et ces enquêtes ont refait surface? Parce qu'on vient d'enquêter sur l'assassinat des 2 experts des Nations Unies qui ont été tués au Kasaï. Et cette affaire, comme il est lié à l'autre, on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait une volonté d'exterminer une communauté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la ligne éditoriale de TV5 Monde. Si c'est un média congolais, on dirait non, on le fait parce que tout simplement on veut stigmatiser Kabila. C'est TV5 Monde qui dit qu'il y avait une volonté, à travers les enquêtes recueillies dans les camps de déplacés, notamment en Angola, une volonté de l'éliminer et d'exterminer une communauté. Alors, si nous parlons par Joseph Kabila. Évidemment par Joseph Kabila, celui qui était le commandant en chef des forces armées. Celui, le commandant en chef, qui a promis, par des brassages et des mixages des officiers rwandais, les Louba du Congo. Éliminer. Non, c'était systématique, on le faisait systématique. Parce qu'un génocide. D'ailleurs, la CPI a pris à bras le corps ces dossiers. Ne soyons pas surpris que Kabila soit arrêté un jour par la CPI. Parce que si on n'a pas les moyens, la justice congolaise n'a pas les moyens d'appréhender Kabila, il n'échappera pas à la justice internationale pour des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité qu'il a commis et qu'il a perpétré sur notre sol. J'aurais voulu, s'il lui restait un peu d'intelligence à Kabila, qu'il fasse un discours brossé de manière systématique ou, sinon, un discours sur lequel, chiffre par chiffre, parce que c'est trop facile de dire que le régime qui est venu après moi ne fait rien. L'intelligence voudrait, sur le secteur de l'énergie, les taux de desserte en eau potable et en électricité étaient à l'auteur de 12%. Ce régime a régressé ses taux à l'auteur de 8%. C'est intelligent. Voilà. J'aurais voulu qu'ils disent, sous mon régime, les taux des réseaux routiers, je suis réhabilité, construit le taux de route à l'auteur de 10%. C'était la couverture du réseau routier. Et que ce régime, par son incompétence, n'a pas pu gérer ce que je le sais. Et il y a une dégradation de la voirie urbaine où ce taux a régressé de 10%. Ainsi de suite. Mais quand il met tout ensemble, c'est un discours manipulateur. C'est un discours éhonté qui maquille évidemment la vérité pour se donner bonne conscience. Mais malheureusement, ça ne passe pas parce que les Congolais sont suffisamment matures. Merci bien, monsieur Ngashi. Alors, monsieur Maniki Yenda, parmi les propositions faites par Joseph Kabila, il y a notamment la 8e proposition qui est celle de la relance du dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de la restauration de la paix et du développement durable dans la région. Il a également parlé de la réconciliation des Congolais et la reconstruction de la cohésion nationale. Partons d'abord de cela. Quel est votre point de vue sur ces recommandations de dialogue entre les voisins et rétablir la cohésion nationale et la réconciliation des Congolais comme solution à la crise qui traverse le pays actuellement? Votre question me fait penser à une des prédications, je dirais légendaire, du pasteur Ekofo de l'église SCC devant la notabilité politique sous l'obédience de la Kabylie à l'époque. Et lorsque le pasteur Ekofo parlait de la solidarité et de la cohésion nationale, il avait évoqué notamment le cas du réseau routier. Et d'ailleurs, pour cette prédication-là, le pasteur Ekofo a été menacé de mort. Il a été chassé du pays. Sa famille
été en insécurité, ni été l'implication de l'ambassade des États-Unis, mais aujourd'hui, les pasteurs seraient déjà un mort. Ça, c'est aussi un indicateur de la dictature. Kabila était au point de ne même pas supporter l'évangile selon Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la cohésion nationale, mais ça, c'est une affaire de Congolais. Ça, c'est une affaire de Congolais. La cohésion nationale est une réalité d'émanation de la nation. Et lorsqu'on parle de la nation, l'élément de base, c'est le vouloir vivre collectif. Et qui dit vouloir vivre collectif, nous devons partager le même pleur, le même bonheur, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. La question, eu égard à l'agression rwandaise contre le Congo, Kabila partage avec le Congolais le même pleur? Kabila partage avec le Congolais les mêmes soucis? C'est de ça qu'il s'agit. Cette question de cohésion nationale n'intéresse pas Joseph Kabila parce qu'il n'est pas le nôtre. Les Congolais sont unis, indivisibles et nous resterons comme tels. Mais qui viennent avec les discours séparatistes, les discours de la ségrégation politique? N'est-ce pas l'empire du Kabila? Parce qu'ils veulent désorienter les gens en réalité. Aujourd'hui, la guerre contre le Kassaïen, la guerre contre le Swahili, mais qui amène ce genre de stratégie politique pour s'aimer davantage la division si ce n'est pas l'empire de Joseph Kabila? Encore qu'il demeure en corréité avec les stratégies rwandaises. Beaucoup de généraux arrêtés, selon Kabila, la plupart swahiliphones. Moi, président de la République. Moi, président de la République. Ayant toutes mes facultés de pouvoir, toutes les facultés, je l'ai bien dit, de pouvoir en place, un général comme John Numbi, sa place, c'est en prison. Même vous, journaliste, président de la République, aujourd'hui, l'attitude, les comportements de John Numbi méritent d'être arrêtés. Maintenant, si on arrête quelqu'un comme John Numbi, vous dites, les généraux sont arrêtés, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de généraux, il s'agit des généraux de l'armée qui doivent travailler pour la seule cause de l'armée congolaise, qui n'ont comme mission principale la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Mais si vous avez des généraux qui sont à la merci de Kigali, de Paul Kagame, et lorsqu'on arrête ces généraux, et voilà, Kabila qui vient pour plaider la cause de leurs agents doubles infiltrés au sein de l'armée congolaise, on comprend sa posture. Kabila est tellement astucieux. Kabila est très dangereux. Vous devez faire très attention avec cet homme. Je suis fortement convaincu, il n'aura pas cette possibilité de diriger un grand pays à nouveau comme le Congo. Parce que nous l'avons déjà compris. Kabila n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Le dialogue 5OSCC n'est-il pas une voie de sortie de crise face à tout ce qui dérange, tout ce qu'on dénonce notamment? Non, mais cette culture d'arbre à palabre, nous l'avons davantage développée avant même que Joseph Kabila ne soit président de la République dans ce pays. Souvenez-vous de la conférence nationale souveraine. C'est notre ADN politique. On vient de très loin. Ce n'est pas une proposition exceptionnelle de Joseph Kabila. Les Congolais, bien avant Kabila, les Congolais, bien avant Joseph Kabila, on savait déjà comment discuter à chaque fois qu'il y a des différents politiques qui nous divisent. Ça, ce n'est pas une proposition de Joseph Kabila. Il ne faudrait pas qu'il se greffe sur le traditionnalisme politique congolais qui est une affaire exclusive aux acteurs politiques congolais républicains et non aux hommes de guerre. Même si on va discuter. On va discuter avec ceux qui tiennent les armes? Oui, on va discuter avec Joseph Kabila. On va discuter avec Corneille Nangaa. Quid alors de tous ces Congolais qui ont tombé sur la partie Est? Comment on va les ressusciter? Quelle devrait être l'attitude des autorités congolaises vis-à-vis de face à cette situation? On voit un ancien président qui cherche par tous les moyens à être toujours important,
d'autres acteurs politiques, notamment de l'opposition, lui prêtent le flanc, disent que la seule solution, c'est de tous nous mettre autour d'une table. Comme fils d'un même pays, se regarder en face et dire des vérités et savoir avancer. Non, mais je ne voudrais même pas que vous parliez des attitudes des autorités, mais plutôt des attitudes des institutions de la République. Et les institutions de la République ont bien levé l'option de poursuivre celui qui prend la posture d'un criminel. De lever les immunités de celui qui prend la posture d'un criminel. De traduire devant la justice pour qu'il réponde de ses responsabilités pénales devant un juge bien indiqué. C'est ça l'attitude des institutions républicaines. Ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi, ce n'est pas une affaire de Patrick Mouyaya, ce n'est pas une affaire de Héritier Ngashi, c'est une affaire des institutions de la République. Dans ce contexte aussi, si nous devons aller aux élections, nous avons Goma, Bukavu qui sont deux villes qui sont assaillies, nous avons voilà, des Congolais qui disent ne pas avoir confiance aux autorités, aux institutions de la République. Dans ce contexte aussi, si nous devions aller aux élections, est-ce que nous irions paisiblement aux élections? D'ailleurs, je voudrais rassurer à l'opposition non militarisée que l'organisation des élections en 2028 est une véritable assurance vie pour les opposants non armés. La carte de Joseph Kabila est au-delà. Si Bukavu et Goma restaient entre les mains rwandaises. Non, mais il faudrait travailler davantage en amont pour récupérer les territoires occupés afin d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est un défi pour le gouvernement. Et c'est comme ça que nous, en tant que peuple, nous, en tant que membres au sein de la mouvance présidentielle, nous avons la responsabilité de rappeler au pouvoir de Tshisekedi de récupérer le plus tôt possible les territoires occupés. Mais vous savez que le plan de Joseph Kabila ne cadre pas avec les élections. Parce que Joseph Kabila sait que si Tshisekedi sort à la grande porte, ça veut dire en 2018, tout en organisant les élections, ce n'est pas Kabila qui deviendra président ou futur président après Tshisekedi. Il le sait. Alors que lui, parce qu'il sait cette carte, ces schémas-là, lui veut anticiper les départs de Tshisekedi avant 2028. Il veut organiser un coup d'État. Parce que lorsqu'on organisera un coup d'État, il est éventuel qu'il y aura une transition assurée par le groupe rebelle. Et lorsque la transition sera assurée par le groupe rebelle, il est évident que le Nanga, avec une expertise électorale acquise, peuvent se retrouver dans cette transition et organiser les élections pour créer un corridor de pouvoir au bénéfice de Joseph Kabila. C'est cela le plan. Voilà pourquoi je ne cesse de dire qu'en réalité, Martin Fayoulou doit beaucoup prier pour que Tshisekedi sorte à la grande porte. Merci beaucoup. Jean-Marc Kabound doit beaucoup prier pour que Tshisekedi sorte à la grande porte. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un coup d'État, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Kabound qui serait président après le coup d'État. C'est Kabila. Mais bien sûr que oui. J'ai dit, il s'est prononcé, il a parlé, non pas comme la locomotive du Front commun pour le Congo, mais plutôt comme les chefs de file de la rébellion. Merci bien, M. Manik Sienda. Avant de prendre le dernier tour de table et conclure, M. Héritier Ngashi, on fait comment comme solution au problème, notamment à ce que, prenons d'abord la proposition des évêques de la Cinco, qui demandent à ce que tous se mettent autour d'une table et se parlent comme fils du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que la proposition des évêques de l'Église catholique, tout comme ceux de la Senco, de l'ECC, serait un service après-vente. Comment ça? C'est-à-dire, nous devions d'abord assurer la vente et après, ces gens viendraient avec leur proposition de service après-vente pour continuer l'entretien de biens déjà vendus. Parce que les questions qu'ils évoquent sont de l'ordre national. La cohésion nationale, c'est ci, c'est là, c'est là, c'est là. Ça n'a rien à voir avec la sécurité que nos populations s'immiscent en chair et en os en ces moments. Nanga, c'est lui qui est dans cette aventure de l'Est là. On parle de la cohésion nationale. Cohésion nationale, il y a un souci de cohésion nationale. Nous avons discuté avec qui?
avec celles et ceux qui ont pris les armes et qui tuent les Congolais. Si nous discutons avec eux, nous serons obligés de faire des compromis. Et si nous faisons des compromis, ces gens avec lesquels nous allons discuter refuseront ou seront dans ces négociations pour justement s'assurer de l'impunité. Aucun rebelle ne viendrait dans un dialogue pour qu'il rende des comptes de vies humaines qu'il a consumées. Aucun rebelle. Mais maintenant, admettons que nous allons dans cette logique. Nos frères et sœurs massacrés à Bukavu, à Goma, auront quel sort? Nous aurons craché sur les victimes des atrocités perpétrées par les bourreaux et nous assurerons sur la même table de négociation avec les bourreaux pour soit reconnaître les revendications ou les exécuter. Mais nous sommes quel genre de peuple et quel genre de nation? À la limite, si ce n'est pas de la traîtrise, c'est de la lâcheté. Je ne vous arrête pas. Beaucoup d'opposants, des grandes figures de l'opposition, sont en train de cautionner cette démarche-là. Beaucoup. Quelques-uns. Jean-Marc Abound est partant. Moïse Katumbi est partant. Martin Fayulu, d'accord. Matata Pogno, Sesanga. En tout cas, les grandes figures de l'opposition disent que la voie idéale, c'est celle-là. Mais au niveau du pouvoir, ce n'est pas le cas. Quelle est alors la meilleure proposition? La meilleure voie de sortie de crise? Je conscientise mes frères de l'opposition, comme l'a fait mon frère Manix Yenda. Ils seront le plus grand perdant dans cette aventure de Kambaïnaga. D'accord. Mais quelle est la proposition que vous faites? Je vous donne un cas de figure. Le RCD, le MLC ont pris les armes contre le pouvoir de Joseph Kabila. Parce qu'estimons que M. Laurent Désiré Kabila avait détruit un pouvoir légitime pour le remplacer par un pouvoir légitime soutenu par les Rwandais. Bemba est allé chercher les Ougandais pour tisser cette alliance afin de bouter les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous allons au dialogue intercongolais, les plus grands bénéficiaires de cet accord, c'est évidemment celles et ceux qui avaient pris les armes. Dans l'opposition non armée, l'opposition dite non armée, la seule personne qui pouvait représenter cette catégorie était Etienne Tshisekedi, qui aussi a été roulé. Jusqu'à créer une coalition pour la sauvegarde du dialogue, qui a ici l'accord des cascades à Matadi. Avec les RCD. Évidemment. Alors, donc, si ces gens ont encore la mémoire fraîche, ils doivent se rendre compte. Parce que dans ces dialogues, il sera question de puissance. Il sera question d'hierarchisation des acteurs, d'hierarchisation de leur puissance. Un régime qui est secoué par de rebelles, si négociation il y a, la priorité, la primaire, sera réservée évidemment à cette catégorie des criminels. Alors on fait comment? Donc, dans le cas de figure, nous sommes en train de dire à nos amis, les Cessards que vous venez de citer, ils seront le plus grand perdant dans ces deals. Quelle est la meilleure, qu'ils doivent faire, quelle est la meilleure façon alors? La meilleure façon de faire, c'est que quand le pays est agressé, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Il n'y a que des citoyens qui répondent de leur devoir du sacrifice et de leur sens des responsabilités vis-à-vis de la nation. Concrètement, c'est-à-dire? Donc concrètement, ces gens devaient se liguer derrière le président de la République pour bouter la menace de l'extérieur. Ça mettrait fin à cette menace extérieure. Bah ouais. Mais évidemment. Quand Fayulu, Katumbi, tous se mettent derrière Félix Tshisekedi. Tout à fait. Imaginez. On met dehors le Rwanda. Il y a quelques temps ici, pour des questions, pour cette même question, Adolphe Muzitu avait proposé qu'on érige une frontière, un mur entre nous, le Rwanda. Sachant que cette frontière est de 217 km, y compris de l'eau, mais c'était quand même un début d'intelligence. Imaginons que Martin Fayulu, Deli Sesanga, Adolphe Muzitu et j'en passe, réunis autour du président de la République, quelle bombe d'intelligence pourrait être mise en place pour endiguer cette question de sécurité chronique. Nous aurons plus de chances, en nous réunissant entre nous, derrière le président de la République,
pour user de notre intelligence et de notre sagesse, plutôt que d'aller prêter de flanc à un mouvement terroriste qui, par définitive, ne tiendra même pas compte de vous. Moi, je ne vois pas Kabila négocier avec Tshisekedi ou Nanga négocier avec Tshisekedi et prendre à bras le corps les revendications de Fayoulou. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire des revendications de Dédé Sessanga? Qu'est-ce qu'il a à faire? Donc, en réalité, si ces gens sont des femmes politiques, des stratèges politiques, ils devaient être le premier à se dresser contre Joseph Kabila. D'abord pour des raisons, des responsabilités civiques et patriotiques, mais aussi pour ne pas restreindre le champ politique. Parce que si ce champ politique est envahi par les lions, ils seront tous dévorés. Et eux et Tshisekedi, si on allait dans ce scénario. Comme responsables politiques, acteurs de partis politiques, notre travail, c'est de maintenir l'ordre institutionnel et démocratique. Parce que si nous le laissons être envahis par d'autres réalités, notamment dictatoriales, le premier perdant sera évidemment nous, les tenants de cette thèse démocratique. Donc je pense qu'ils ne sont pas suffisamment outillés ou suffisamment éclairés. Ils doivent être le premier à s'opposer à Joseph Kabila. Mais je me regarde sur les réseaux sociaux, ceux qui en font les relais. Ceux qui en font large écho sont malheureusement nos frères de l'opposition et je leur dis, nous leur conseillons de revenir au bon sens et à la raison. Ils seront le plus grand perdant dans ces vies. Merci bien. Alors, Monsieur Manix Ienda, on est en train de faire des propositions concrètes pour sortir de ce que d'aucuns appellent crise sécuritaire seulement. Il n'y a pas de crise politique. La crise est uniquement sécuritaire. Est-ce que vous êtes du même avis que la crise n'est pas politique, elle est uniquement sécuritaire? Non, mais il est évident que la crise, elle est d'ordre sécuritaire. Parce qu'il y a de chefs de guerre qui continuent de prendre en otage les parties du territoire congolais et qui commettent des crimes contre l'humanité, des crimes des génocides, des crimes des guerres, des massacres, des viols contre les femmes, les enfants, etc. La crise, elle est d'ordre sécuritaire. Mais moi, j'ai toujours dit, vous savez, une paix obtenue par la voie de la diplomatie, c'est une paix temporaire. Mais une paix obtenue par la victoire de l'armée, c'est cela une paix définitive. À quelles conséquences? Dans cette crise, il y a deux leviers. Il y a le levier diplomatique, c'est important. Il y a aussi les leviers militaires. Renforcer l'armée congolaise, doter à l'armée d'un dispositif matériel important pour que l'armée soit à même de bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur le territoire congolais. Vous n'êtes pas d'accord avec le traiter proprement les éléments de notre armée, ce qui s'explique dans la logique du gouvernement de doubler le solde de nos militaires aujourd'hui. C'est un processus, c'est une avancée. Et aujourd'hui, il y a une chose que vous devez savoir. Lorsque vous êtes en face d'un adversaire, le plus important, c'est de savoir quels sont les points forts et les points faibles de l'adversaire. Mais aussi, il faut avoir la capacité de s'auto-évaluer pour savoir quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes forces. Or, entre Tshisekedi et Kagame, l'un a une qualité que l'autre n'a pas. L'un a une force que l'autre n'a pas. La force de Kagame, c'est le sang, c'est la guerre, c'est la rébellion. Par contre, la force de Félix Tshisekedi, c'est la diplomatie. Mais ce qui est important, Tshisekedi a réussi à tirer Kagame vers son terrain de la diplomatie pour renverser la tendance. C'est comme ça que vous allez voir, depuis que Kagame est sur le terrain de la diplomatie, Kagame a encaissé beaucoup de coups. La plus grande erreur diplomatique du Rwanda, c'était d'abord le fait d'accepter d'être partie prenante au processus du Luanda. Alors qu'au départ, les discours du Rwanda, c'était l'affaire du Congo, c'est une affaire entre les Congolais.
Maintenant, le fait d'accepter d'être partie prenante, cela voudrait dire que j'accepte et que c'est moi qui assume l'agression contre le Congo. Et ces pièges-là, et pour le mérite de Tshisekedi, parce qu'il a amené Kagame dans son terrain. Deuxième élément, vous saviez quelle a été la posture de la communauté internationale? Quel a été le narratif de la communauté internationale? Quel a été l'argumentaire même du Rwanda considéré comme l'agresseur du Congo aujourd'hui, avec son alibi des FDL? J'ai suivi Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, sur cette question de l'agression rwandaise contre le Congo. Il a proféré des discours tellement incendiés en disant que le M23 a une force incomparable par rapport à l'armée congolaise. Et la MONUSCO aussi. La MONUSCO, pareil. Vous saviez quel a été les discours de M. Macron, le président français, au sujet de l'agression rwandaise contre le Congo depuis un temps. Mais aujourd'hui, les discours ont totalement changé. Le narratif a totalement changé. Jusqu'au point que, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États prennent les décisions de manière unanime, y compris la France, autrefois partenaire du Rwanda, y compris la Belgique, autrefois partenaire du Rwanda, y compris les États-Unis, autrement partenaires du Rwanda, ont levé l'option pour les sanctions contre le Rwanda. Pareil pour l'Union européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, les relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique ne sont plus au beau fixe. Pourquoi? Parce que la Belgique estime que le Rwanda ne se comporte pas comme il se doit face au Congo. Vous savez la position de l'Allemagne aujourd'hui, et même de la France. Ça veut dire que sur le terrain de la diplomatie, Tshisekedi a marqué plusieurs coups, mais au-delà de ces terrains de la diplomatie, parce que moi je considère l'aspect diplomatique comme une stratégie de geler les temps. Plus on gagne le temps, plus on organise l'armée. Plus on gagne le temps, plus on procède par un toilettage de notre armée. Dégager les infiltrés, dégager les intrus et organiser l'armée, structurer l'armée. Nous avons besoin des commandos de guerre, des parachutistes. Donc nous avons besoin. La meilleure solution, c'est la solution militaire. Militaire, bien entendu. Mais nous ne mettons pas de côté l'aspect diplomatique qui est un véritable tampon. Ça nous fait gagner en termes de temps. Ça nous fait gagner en termes de récupération de nos territoires par les décisions émanant de structures internationales reconnues, qui exercent une certaine influence sur les États qui sont en conflit. J'ai fini par cet élément. J'ai entendu plusieurs personnes reprocher la position du gouvernement congolais vis-à-vis de sa coopération avec les États-Unis d'Amérique. Il est vrai, beaucoup de gens ont transformé l'acte déclaratif sur la paix entre la RDC et les ennemis du Congo sous la médiation de Washington. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà d'une coopération simplement politique avec les États-Unis, même avec la France, d'autres pays, d'autres puissances internationales, nous devons aussi faire des coopérations économiques. Si pour nos minéraux, tous les États du monde et les grandes puissances, les multinationales, convoitent la RDC, je suis prêt qu'on fasse un contrat synalagmatique, un contrat qui exige la réciprocité d'obligations entre les États-Unis et le Congo. Vous avez besoin de nos coltans, nous on a besoin de chemins de fer. C'est plus simple que ça. Vous avez besoin de nos cuivres, nous on a besoin des trains. Vous avez besoin de l'or, on a besoin de routes. Vous avez besoin de nos minéraux, on a besoin des hôpitaux. On a besoin des industries pour que la RDC se sert effectivement. Comme Sicomine. Hein? Non, mais malheureusement, Sicomine, qui était un contrat d'origine kabyliste, c'est d'ailleurs un dol. Parce que dans le clause. Non, mais malheureusement, la Chine a déjà exploité beaucoup de nos minéraux sans que la République démocratique du Congo tire les dividendes, simplement parce que c'est lui qui était à la tête de ce pays n'était pas un bon manager pour faire profiter du Congo d'un contrat aussi juteux comme celui du contrat chinois. Merci beaucoup, M. Manik Sienda, de votre participation à l'émission. M. Héritier Ngashi, aujourd'hui, la crise peut se limiter simplement à la crise sécuritaire. Il n'y a pas de problème, comme l'a dit Joseph Kabila, repli identitaire,
tribalisme, manque de cohésion nationale, détournement, mauvaise gouvernance. Tout ceci n'existe pas. Le problème du Congo, c'est le problème sécuritaire. Il faut que la justice mette la main sur Joseph Kabila. En tant qu'ancien président de la République... Ça va résoudre le problème que En tant qu'ancien président de la République élu, mon frère l'a bien dit, il était mis à 4 obligations. L'obligation générale des réserves, l'obligation de loyauté, de patriotisme, mais aussi de fidélité à la République démocratique du Congo. De toutes ces obligations, Kabila n'a respecté aucune. C'est-à-dire, il s'était comporté comme un civique vis-à-vis de la loi qu'il a lui-même exigée pour qu'il parte du pouvoir. Cette loi a été publiée en 2018. C'est lui qui était président de la République. Il connaît les contraintes auxquelles il est astreint dans cette loi. Un ancien, il est immoral, ridicule pour un ancien commandant suprême des forces armées de parler d'une langue au sein des forces armées. Il a dirigé ses troupes. Il sait qu'au sein des forces armées, on ne recrute pas sur base d'une langue. Les militaires sont obligés au sens du devoir. Ce sont des gens qui savent qu'ils ont décidé de donner leur vie pour la nation. Ils le font pas parce qu'ils parlent Swahili, pas parce qu'ils parlent Lingala, Congo ou Chiluba, mais parce qu'ils sont des Congolais qui ont décidé de payer de leur vie, de leur sang pour l'intégrité de notre territoire. Un commandant suprême des forces armées, un ancien commandant suprême des forces armées, c'est qu'au sein de l'armée, il n'existait pas de langue. La seule langue à laquelle le militaire s'exprime, c'est la langue de la discipline pour préserver l'intégrité de notre territoire. Oui, mais ça dit long sur la qualité de la personne qui nous a dirigés pendant 18 ans. Donc, ça veut dire que Kabila avait au sein de l'armée des nominations fantaisistes, des nominations sur fond de clientélisme à cause d'une langue quelconque. Il catégorisait l'armée sur base de langue. C'est incroyable. C'est un ancien président. C'est un homme qui doit se montrer respectueux pour avoir dirigé les Congo. Il devait se montrer réservé pour avoir dirigé cette armée. Ça veut dire, ça dit long, parce que quand il parle de la langue, le swahili, ainsi de suite... Sur base d'une rumeur, il dit qu'il est poursuivi sur base d'une rumeur. Non, mais non, il parle de swahili. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda, il répond à la perfection le discours du Rwanda. Les Rwandais ont commencé par une chose, l'extermination des Tutsis. L'extermination des Tutsis. Mais ce discours n'a pas fait écho parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi, en approchant les Tutsis, a coupé l'herbe sur les pieds de Paul Kagame. Ils ont dit, avec les Tutsis, ça ne marche pas. Nous voyons les Tutsis avec Tshisekedi. Eh bien, intégrons une dimension plus globale. On quitte les Tutsis pour parler des Swahiliphones. Mais malheureusement, la Senko aussi joue ce sale jeu. Quel jeu? Ce jeu de fustiger ces prétendus maltraitance des Swahiliphones. Or, que nous le savons tous, les Swahili est parlé par tous les Congolais. Tous les Congolais. Les Luba parlent le Swahili. Parce qu'ils commercent avec beaucoup de Katangais. Des gens qui vivent au Katanga sont des Luba. Les Luba Kats. Donc, c'est un discours de l'ennemi. D'ailleurs, cette question du repli identitaire du Katanga est une question, une réalité importée. Elle a commencé dans les années 60 parce que tout simplement on voulait affaiblir Lumumba, Premier ministre, le dépouiller évidemment de son bras séquilier qui est le finance avec la Gécamine de l'époque. Vous êtes dans la critique, hein. Vous êtes plus dans la critique que dans ce qui a été fait depuis 6 ans. Mais c'est concrètement, est-ce qu'il y a les Congolais vivent mieux, vivent dans plus de... Les Congolais vivent mieux. Est-ce que les Congolais vivent beaucoup mieux qu'à l'époque de Joseph Kabila? Ils sont plus sécurisés économiquement, sécuritairement,
du point de vue, on va dire même, des relations avec les autres États, est-ce que les Congolais sont... Est-ce que vous savez que depuis Félix-Antoine Tshisekedi est devenu président de la République, les taux de criminalité dans les camps militaires ont diminué? Vous savez pourquoi? Les enfants qui cirent les chaussures le long des chaussées, ces petits qui ont à peine 7 ans, ce sont les enfants de militaires. Pas tous, hein? Excusez. Pas tous. Si vous sortez, la plupart d'entre eux, si vous sortez à l'époque de Kabila, quand on me cirait, je prenais le temps de discuter. À cet âge, s'il vous plaît, je posais la question, qu'est-ce que tu fais dans la rue à cette heure? Il me dit, mon père était militaire. Et pourquoi tu n'es pas à l'école? Tu n'as pas l'âge d'étudier. Il dit, on n'a pas le moyen. Mais aujourd'hui, ces enfants sont à l'école. Un militaire qui est au front, mais qui apprend que sa femme a été chassée de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous voulez me dire quoi? Que les enfants de militaires qui partent à l'école aujourd'hui gratuitement, avec la gratuité de l'enseignement mise en place par Félix Tshisekedi, vivent mal que du temps de Joseph Kabila. Merci beaucoup. On parle de quoi? Monsieur... Vous vouliez qu'on cite des exemples? Oui, je parlais de la situation... Kinshasa. Non, parlons même de Kinshasa. Kabila, pendant les 18 ans, n'a fait qu'agrandir les boulevards. Et même pour agrandir les boulevards, ne l'a fait que juste ici. Sous Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons vu des routes sortir de la terre. Des routes sortir de la terre. En fait... Combien de kilomètres? Beaucoup de kilomètres. Fallait poser à Kabila, il avait laissé combien de kilomètres? Pour que nous aussi nous répondions que nous avons ajouté autant de kilomètres. Parce que lui ne l'a pas fait. Il s'est caché en refusant de citer le chiffre parce qu'il sait que c'est un secteur dans lequel nous le battions à plat de couture. Je vous donne un dernier exemple. Est-ce que vous savez que Joseph Kabila a dévalué la monnaie nationale congolaise à l'auteur de 3000%? Je dis 3000%. Lorsqu'il devient président de la République en 2001, il trouve le dollar, le franc congolais, qui s'est changé, je crois, autour de 160 francs. Il y quitte à 1600 francs congolais. Félix Tshisekedi, en 6 ans, a ralenti le niveau de la dépréciation de la monnaie congolaise. Pourquoi la monnaie ne s'est pas réévaluée? Pourquoi il a continué aussi? Mais parce que justement, les facteurs qui contribuent à la réévaluation de la monnaie ont été inexistants du fait des Kabila. Et maintenant, nous tentons de le mettre en place, notamment en améliorant la production locale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, depuis qu'il est président... produit quoi localement? Beaucoup de choses. Les câbles électriques. L'usine de production des câbles électriques. Mais pourquoi Kinshasa et les routes, l'usine des carreaux. Dans le noir. L'usine des carreaux. Merci. Non, c'est un grand problème. Ce qui concerne l'énergie, c'est la production, les transports, la distribution, la commercialisation. C'est-à-dire c'est un grand secteur qui a beaucoup d'implications et beaucoup évidemment de réalités. Mais déjà, sur ce secteur de l'énergie, vous avez l'Embaïmbo ici, qui dessert en eau potable beaucoup de maisons. Et vous avez des usines, notamment de production de barrages hydroélectriques qui ont été mises en place. Il y en a beaucoup comme ça. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci Héritier Ngashi, merci Manixi Yenda. Merci Monsieur Dan. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Vous l'avez constaté, les invités de l'autre camp, le camp de Joseph Kabila, ne sont pas malheureusement présentés, bien qu'ils ont été invités. Ce n'est pas de notre faute. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.